partie et j'ai vraiment senti qu'à l'intérieur de moi, ça se rectifiait. Je sentais que cette rectification permettait une présence, une intensification de la présence qui, pour moi, venait se matérialiser dans cet axe. Et dans cet axe-là, le vernis s'effrite, des morceaux à tomber, mais sans que ce soit une perte, pour arrêter de s'agglomérer en fait, et pouvoir prendre une autre forme, quelque chose de volatile, de souple, et à travers lequel la lumière en fait passe. Du coup, rien n'était perdu. Voilà. Arriver à la conclusion qu'on ne perd rien, qui est un aspect de la vérité. En même temps, on peut regarder en quoi c'est rassurant de rien perdre. Il y a une part de perte qui vient dire oh là là, c'est bon, on passe à côté. Et si on perdait? Si on perdait? Si on perdait tout? Quelle liberté! Quelle liberté de savoir que je peux tout perdre. Et que je suis disposée à faire l'expérience de la paix. Je me rappelle, mon fils avait à peu près 6 ans. Et j'avais plusieurs boutiques dans un des plus grands centres commerciaux au Québec. Et de temps en temps, il allait se balader, il revenait, mais ben, c'était tellement immense qu'en 6 ans, il s'est perdu une fois ou deux. Alors un jour, j'entends au micro la maman de Frédéric Dufresne est priée de se rendre au kiosque d'information. Le petit Frédéric y attend. Je monte rejoindre mon fils qui était en pleurs. Maman, je t'ai perdu, conflit de séparation, machin et tout. Donc je le console. Et puis là, je lui dis, quand tu es perdu, tu ne bouges plus. Et là, tu pleures un peu. Et il y a quelqu'un qui va venir te voir, il va dire ah, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit garçon? Ben, j'ai perdu ma maman. Ils vont t'amener au kiosque d'information, comme aujourd'hui, et je vais venir te chercher. Ça marche? Il dit ok. Et là, il était en sécurité. Il savait comment on peut se perdre et se retrouver. Alors, quelques semaines après, Madame Dufresne, et je vais le voir, comment ça a été. Ça a bien marché. Mais il dit, j'ai pleuré fort. Il pleure un peu, mais non, il a trouvé pour être sûr que ça marche. J'ai pleuré fort et quelqu'un est venu tout de suite. Se perdre, et bon, pour vous faire la petite histoire, se perdre ou tout perdre, parce que j'ai perdu, j'avais 17 boutiques, un domaine, bon, financièrement, j'avais plein et j'ai tout perdu. C'est un mauvais moment à passer. Après, quelle liberté. Quelle liberté. Ne plus rien avoir. On peut peut-être se rassurer en disant qu'on ne perd rien. Je dis surtout, offrez-vous cette expérience qui rend tellement libre de tout perdre. Et après avoir tout perdu matériellement et divorcé, perdu mon fils, j'en ai été séparée pendant 5 ans, vraiment tout. Un jour est arrivé, c'est le moment de la vraie grande perte, du grand renoncement, renoncer à qui je croyais être. Ça a été le dernier, le vrai. Tout le reste, c'était un peu une préparation et en même temps un dépouillement qui doit se faire petit à petit. Parce que on peut bien tout lâcher d'un coup, mais tout revient si on n'a pas vraiment vécu le processus en profondeur. Oui. Il me vient du fait de ce que j'ai pu entendre, c'est même si tu as la volonté de tout perdre, tu perds pas tout si dans le corps, ou je sais pas, il y a des trucs qui sont pas possibles de perdre. C'est pas une simple volonté. Ah, il n'y avait absolument pas de volonté. Ouais. Okay. C'était un processus qui me dépassait et qui me transcendait. C'est malgré toi? Complètement.
Complètement. Il y avait comme une évidence que ça partait. Et que je devais lâcher parce que vouloir s'accrocher à quelque chose qui veut partir, ça fait mal. On essaie ça et quand c'est douloureux, on arrête de retenir. Donc, on laisse partir. Mais personne ne fait volontairement ce choix. Mais c'est quelque chose qui est au-delà de soi. C'est de ce dont tu parlais? C'est ce que je ressens. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est pas une volonté, c'est un processus de vie qui nous dépasse et qu'on ne peut pas enclencher. On ne peut pas décider de... Je vais lancer le processus d'éveil ou de renoncement. Non, c'est là où c'est pas. On n'est pas forcément prêt. On n'est pas forcément prêt, mais la vie se fout que tu sois prêt ou pas. Si ça passe, tu as intérêt à te préparer rapidement. Et ou bien tu as des ressources et des connaissances intérieures, ou bien tu les trouves. Celles qui vont t'aider parce que il y a des personnes qui s'éveillent sauvagement, qui n'ont ni connaissance ni préparation, et c'est vraiment sauvage dans certains cas l'éveil. Et c'est extrêmement douloureux et inconfortable. Et ces personnes, j'en ai plusieurs qui me contactent, ont besoin d'aide pour récupérer les morceaux parce que c'est pas une lune de miel. D'ailleurs, même dans les meilleures conditions, il y a la lune de miel de l'éveil et l'après, qui demande quelques années d'intégration. Mais ceux qui ne sont pas prêts intérieurement ont intérêt à trouver quelqu'un parce que c'est extrêmement douloureux. Ça peut être beaucoup plus inconfortable d'être éveillé que de ne pas l'être. Parce qu'il y a tous ces mécanismes qui te protègent d'eux. Et toi, tu as su quand on t'a repéré pour toi-même que tu pouvais commencer à te préparer pour ça? Parce que tu sentais que tu étais pris dans un espèce d'engrenage comme ça, aller vers l'éveil, ou aller vers je sais pas quoi. Tu vois? Tu l'as repéré? Oui, juste au fil des intentions. Tu vois, pendant, je sais pas, 17 ans, j'étais en affaires et la seule chose qui m'intéressait, donc, mon attention était portée sur avoir plus de magasins, plus de boutiques. Ouais. Bon, j'ai arrêté à 17, mais j'envoyais au Japon, en Australie, tu vois que j'avais un ego surdimensionné et j'en voulais partout sur la planète. Ouais. Et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un et cette envie de construire un empire, c'était... Quelle chance pour nous! Quelle chance pour nous! Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle, j'avais ces mots-là. Construire un empire. Donc c'est l'autre qui t'a éveillé à cette conscience de rupture tu dis c'est... du désir que tu avais de construire ton empire. C'est quelqu'un d'autre qui t'a fait une rupture? Non, c'est au fil des rencontres, tu vois, c'est extrêmement banal. J'ai une employée qui était ma gérante, ma superviseure, qui un jour me demande un congé pour aller rencontrer un Français qui venait à Montréal, qui faisait un stage. Et moi, les stages spiritualité, je n'étais même pas capable de prononcer ce mot-là, spiritualité, ça me faisait, on me savait un gros truc dans la bouche. Mais j'étais pas là-dedans, mais pas du tout, du tout. Mais par ailleurs, à l'âge de 8 ans, quand j'étais à l'église et que j'ai entendu à l'intérieur, est-ce que tu seras prête à tout lâcher un jour pour me suivre? J'ai dit oui, mais bon, toi, il y a eu des petits sauts comme ça. Et elle me dit, est-ce que je peux avoir mon congé? Ça ne m'arrangeait pas du tout parce que c'était une période, près de Noël. J'ai dit, bon, ok, allez, vas-y. Et elle est revenue, elle m'a dit, oui, c'était magnifique, on parle de conscience, de responsabilité, elle me parle un peu de son stage. J'ai dit, ah, ça a l'air intéressant. Quand il reviendra au Québec, ce Français, tu me diras, j'irai 6 mois après, il est revenu au Québec. J'ai fait mon premier stage d'un week-end avec lui. Après, on a été 10 ensemble.
Et donc, je suis venue vivre en France pendant 5 ans. Mais tu vois, c'est au fil d'une intention, t'entends un truc, tu dis, OK, je vais voir ce bonhomme, je fais un stage, j'en fais un autre, c'est mon compagnon pendant 10 ans, bon, tout ça. Et au bout de 10 ans, je savais que je devais le quitter pour continuer parce que c'était pas possible. Donc, je l'ai quitté. Et là, j'ai découvert Gangaji. Et je me suis éveillée au bout avec Gangaji. Donc, tu vois, c'est une suite. Avec Gangaji? Gangaji, j'ai connu l'éveil auprès de Gangaji à Vancouver. Une américaine qui faisait un stage à Vancouver. Donc, tu ne sais pas dans quel processus tu es, mais un jour, tu sais que la chose la plus importante dans ta vie, c'est de construire un empire. Et après, tu sais que ce qui est le plus important, c'est de rencontrer Dieu ou c'est de t'éveiller. Bon, ben, ça change. Mais pourquoi ça a changé? Bon, c'était ma destinée, tout simplement. Et même si je mets le mot « je » sur ça, c'est... Bon, je a déjà eu l'illusion qu'il était aux commandes de ma vie, mais c'était bien une illusion. Donc ça se déroule. Et quand il y a quelque chose en soi qui veut empêcher ce déroulement, ça fait mal. C'est tout. Et j'y peux rien, et vous non plus. Mais il me semble que le seul travail qu'on puisse faire ensemble, c'est juste de regarder comment on peut libérer le passage de la vie. Et chacun porte en soi le germe de sa propre destinée. Si je prends un gland et je le mets en terre, je ne peux pas décider que ça va devenir un sapin ou un bouleau, ça va devenir un chêne, c'est inévitable. Je peux juste le planter dans des bonnes conditions, lui donner du soleil, mais la destinée du gland, on n'y peut rien. Dernière question. Attends un petit peu. Il y a trop de questions, pas assez d'intégration. Ça n'a aucune utilité que je raconte tout ça, mais sauf si ça génère un mouvement, si ça peut actualiser quelque chose en vous. Laissez-vous porter par votre propre mouvement de vie. Et juste regardez s'il y a quelque chose qui fait obstacle à ça. Rien d'autre. Sinon, on tombe dans l'arrogance de l'ego qui veut contrôler, qui veut dire à la vie quoi faire, qui veut dire à ce germe de vie qu'est le gland, comment il doit se développer. Non, il y a tous les processus à l'intérieur de lui et juste accompagner ça. Ouais. Un petit peu d'arrogance. On va revenir à une position plus juste en soi, plus simple, plus fraîche, plus innocente. On ne va pas conquérir le monde. On va se laisser conquérir par Dieu. La conscience. Se rendre disponible.